Il y a des moments où tout bascule, et vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Pour Léna, ce fut dans un restaurant de Toulouse, le soir de ses 34 ans, quand les applaudissements éclatèrent autour d'elle pour une raison qu'elle n'aurait jamais imaginée. 6 ans de mariage, une carrière brillante au musée, et cette certitude soudaine que la femme qu'elle était devenue ne ressemblait plus du tout à celle qu'elle voulait être. On ne reconstruit pas sa vie en une nuit. Cependant, on peut décider de commencer. Voici son histoire. Le restaurant Les Arcades brillait de 1000 feux ce soir-là, avec ses lustres en cristal qui reflétaient les rires et le tintement des coupes de champagne dans cette salle privée qu'Alexandre avait réservée pour célébrer les 34 ans de Léna. Elle observait la scène avec un sourire discret, se disant qu'après 6 ans de mariage parfois difficile, son mari savait encore la surprendre quand il le voulait vraiment. Autour d'eux, leurs amis, enfin surtout les amis d'Alexandre, à vrai dire, bavardaient bruyamment dans une ambiance déjà bien arrosée où Julien racontait une histoire qui faisait rire Stéphane et Marc pendant que leurs femmes gloussaient poliment en portant des robes qui semblaient toutes sorties du même magasin de luxe du centre-ville de Toulouse. Le dîner se déroula dans une chaleur festive où les plats se succédaient avec élégance. À un moment, Léna tenta de raconter sa dernière acquisition pour le musée des abattoirs, une installation contemporaine d'un artiste catalan prometteur qu'elle avait repéré lors d'une biennale à Barcelone, mais personne ne sembla vraiment écouter. La conversation dériva rapidement vers les vacances aux Maldives de Stéphane et les problèmes de rénovation de la maison secondaire de Marc dans le Gers. Elle sourit poliment en buvant son vin blanc, habituée depuis longtemps à ce que ses passions professionnelles glissent sur ce groupe comme l'eau sur du verre, se disant qu'au moins Alexandre avait fait l'effort d'organiser quelque chose de spécial pour elle. Puis vint le moment du dessert. Alexandre se leva soudainement, avec sa chaise qui racla bruyamment le sol, faisant signe au serveur qui lui tendit un micro sans que Léna comprenne pourquoi on avait besoin d'amplification dans une salle aussi petite. « Bonsoir à tous !» lança-t-il avec ce sourire charmeur qu'elle lui connaissait bien, sa voix résonnant dans l'espace clos, tandis que des applaudissements polis s'élevaient autour de la table. « Merci d'être venu célébrer l'anniversaire de ma femme, ça me touche vraiment que vous soyez tous là ce soir. » Léna sentit ses joues rougir légèrement, mal à l'aise d'être ainsi le centre d'attention. Elle croisa le regard de Cécile, qui lui fit un clin d'œil complice depuis l'autre bout de la table. Alexandre continua avec cette assurance décontractée qui séduisait toujours tout le monde dans les dîners, tournant le micro entre ses doigts comme un présentateur télé. « Léna, tu te demandes sûrement quel est ton cadeau d'anniversaire, hein? Parce que tu sais que je garde toujours le meilleur pour la fin. » Des rires fusèrent autour de la table. Léna sourit en retour, même si quelque chose dans le ton d'Alexandre la mettait vaguement mal à l'aise, sans qu'elle sache exactement pourquoi. Peut-être cette lueur étrange dans ses yeux qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Co, eh bien voilà !» dit-il en faisant une pause théâtrale qui sembla durer une éternité. « Ton cadeau d'anniversaire, ma chérie, c'est le divorce. J'en ai assez. On en a tous assez, en fait. » Le silence qui suivit fut si brutal que Léna entendit distinctement le bourdonnement du système d'aération au plafond, son cerveau refusant pendant quelques secondes de traiter l'information comme si les mots prononcés appartenaient à une langue étrangère qu'elle ne parlait pas. Puis les applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants chez Julien et Marc qui semblaient chercher la bonne réaction, puis plus francs, plus bruyants, accompagnés de rires nerveux et de « Tu l'as fait !» lancé depuis plusieurs coins de la table, comme si Alexandre venait de réussir un pari stupide. Léna resta figée sur sa chaise, les mains crispées sur sa serviette en lin blanc, incapable de bouger ou de parler, pendant que son monde s'effondrait au milieu des rires et des verres levés en l'honneur du courage d'Alexandre. Stéphanie, assise à côté d'elle, détourna les yeux en tripotant nerveusement son bracelet. Léna comprit dans un éclair de lucidité terrible que tout le monde était au courant. Que cette soirée n'avait jamais été une fête d'anniversaire, mais un spectacle soigneusement orchestré pour son humiliation publique. Quelque chose se brisa en elle à cet instant, pas avec fracas, mais avec ce craquement silencieux des choses qui ont supporté trop longtemps un poids impossible. Quand Alexandre lui tendit le micro avec ce sourire satisfait de celui qui vient de réussir son coup, elle le prit calmement sans trembler. Le silence retomba progressivement dans la salle, les rires s'éteignant un par un devant son visage impassible. Elle attendit que le calme soit total avant de parler d'une voix claire et glaciale que personne ne lui connaissait. « Comme c'est drôle !» dit-elle lentement en balayant la table du regard. « Parce que moi aussi j'ai un cadeau pour toi, Alexandre. Un cadeau pour vous tous, en fait. »
Elle sortit son téléphone de son sac à main avec des gestes mesurés, ouvrit l'application WhatsApp et commença à lire à voix haute les messages que ces mêmes personnes qui applaudissaient lui envoyaient en secret depuis des mois. Julien, le 14 mars à 23h32. Alexandre est vraiment aveugle de ne pas voir à quel point tu es remarquable. Si j'étais pas mariée, je te proposerais bien un verre en tête-à-tête. Le visage de Julien vira au rouge pendant que sa femme le fusillait du regard. Léna continua sans s'arrêter, sa voix de plus en plus assurée. Stéphanie, le 2 avril. Franchement, ton mari est tellement arrogant au bureau que personne ne le supporte. Il va finir par se faire renvoyer. Marc, le 15 mai. Je sais pas comment tu fais pour supporter ce type. Tu mérites tellement mieux. Les sourires s'effaçaient un par un autour de la table, comme des bougies qu'on souffle, remplacés par des visages livides et des regards fuyants. Alexandre était devenu blanc comme un linge, en comprenant l'ampleur du désastre. Léna continua méthodiquement, citant message après message avec date et heure précises, révélant les critiques acerbes, les propositions déplacées, les confidences embarrassantes que chacun lui avait faites en pensant qu'elle garderait tout ça secret par politesse ou par peur. « Alors voilà », conclut-elle en posant le micro sur la table avec un bruit sec qui résonna dans le silence de mort. « J'accepte ton cadeau, Alexandre. Le divorce, c'est parfait. Et maintenant, vous savez tous exactement ce que vous pensez les uns des autres. Bonne soirée. » Elle se leva calmement, prit son sac et son manteau et traversa la salle sous les regards médusés sans se retourner une seule fois. Elle laissait derrière elle le chaos qu'elle venait de déclencher avec la satisfaction froide de celle qui vient de reprendre le contrôle. Et pour la première fois depuis 6 ans, elle se sentit parfaitement libre. Léna quitta l'appartement qu'elle partageait avec Alexandre dans le quartier des Carmes le lendemain matin à l'aube, avant qu'il ne se réveille avec sa gueule de bois et ses excuses pathétiques qu'elle savait déjà par cœur. Elle avait passé la nuit dans sa voiture garée près de la Garonne, incapable de rentrer dans cet espace qu'ils avaient partagé pendant 6 ans et qui lui semblait maintenant contaminé par la trahison. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis qu'elle avait quitté le restaurant, des dizaines de messages et d'appels qu'elle ignorait systématiquement en regardant l'eau sombre du fleuve couler sous les ponts illuminés de Toulouse. Elle s'installa provisoirement chez sa collègue Isabelle, qui habitait un petit appartement lumineux dans le quartier Saint-Cyprien, près du musée des abattoirs, où elles travaillaient toutes les deux. Isabelle ne posa pas de questions embarrassantes, se contentant de préparer du café fort et de lui tendre des serviettes propres en lui disant qu'elle pouvait rester aussi longtemps que nécessaire. Les messages continuaient d'affluer sur le téléphone de Léna. Des tentatives maladroites de justification de Julien et Marc qui prétendaient avoir été ivres. Des accusations furieuses de leur femme qui la traitaient de manipulatrice. Des excuses larmoyantes d'Alexandre, qui alternaient avec des crises de colère où il l'accusait d'avoir tout gâché. Au musée, Léna se jeta dans son travail avec une intensité qui surprit même sa directrice, passant des heures à organiser l'exposition Rupture qu'elle préparait depuis des mois sur les artistes contemporains qui avaient transformé leur traumatisme personnel en œuvres puissantes. Elle passait ses journées entourée de toiles déchirées recousues, de sculptures brisées puis reconstituées, d'installations qui racontaient des histoires de séparation et de renaissance, trouvant dans cet univers artistique un miroir étrangement réconfortant de sa propre situation. La nuit tombée, seule dans la chambre d'amis d'Isabelle avec ses murs blancs et sa petite fenêtre qui donnait sur les toits de Toulouse, Léna oscillait entre des accès de rage froide et des moments de vulnérabilité qu'elle s'autorisait enfin à ressentir. Elle retrouva d'anciens messages d'Alexandre qu'elle avait gardés sans savoir pourquoi, des textos où il dénigrait systématiquement ses succès professionnels en les qualifiant de petites victoires sans importance ou en lui rappelant qu'elle devrait être plus reconnaissante de la vie sociale qu'il lui offrait grâce à ses amis. Elle réalisa avec une clarté douloureuse qu'elle avait passé des années à se faire toute petite pour ne pas menacer l'ego fragile de son mari, à minimiser ses accomplissements au musée pour qu'il ne se sente pas diminué, à accepter les dîners ennuyeux avec des gens qui ne s'intéressaient pas à elle parce qu'Alexandre disait que c'était important pour leur couple. La femme qu'elle avait été avant de le rencontrer, celle qui rêvait de grandes expositions internationales et de collaborations avec des artistes audacieux, avait disparu progressivement sous les couches de compromis et de silence. Un matin, alors qu'elle consultait ses mails professionnels au musée, elle reçut un message glacial d'Alexandre. « Tu vas regretter ce que tu as fait. » Pas de signature, pas d'explication, juste cette menace voilée qui lui fit comprendre que la guerre ne faisait que commencer.
La menace d'Alexandre se concrétisa 3 jours plus tard, quand Léna découvrit que leur compte joint avait été vidé, exactement 48 heures avant la soirée d'anniversaire catastrophique. Elle fixa l'écran de son ordinateur au musée avec une rage froide qui remplaçait progressivement le choc initial, réalisant que son mari avait planifié cette humiliation publique avec la même minutie qu'un braquage. 15 000 € transférés sur un compte qu'elle ne connaissait pas, leur épargne commune évaporée en un clic pendant qu'il préparait son petit spectacle devant leurs amis. Isabelle lui recommanda Maître Fontaine, une avocate spécialisée en droit de la famille, qui avait des bureaux près de la place du Capitole et une réputation de férocité tranquille. La consultation se déroula dans un bureau élégant aux murs couverts de diplômes et de certifications, et Léna raconta méthodiquement les événements des derniers jours pendant que l'avocate prenait des notes avec une expression neutre qui ne laissait rien transparaître. Quand elle eut terminé, Maître Fontaine posa son stylo et la regarda droit dans les yeux, avec un sourire qui n'avait rien de rassurant. « Vous avez de la chance, madame. Votre mari vient de commettre plusieurs erreurs juridiques qui vont nous faciliter considérablement le travail. » Elle expliqua que le transfert d'argent du compte joint sans consentement constituait un abus de confiance caractérisé, que l'humiliation publique pouvait être qualifiée de violence psychologique et que les messages WhatsApp que Léna avait conservés constituèrent des preuves recevables devant le juge aux affaires familiales. Elle parla de procédure, de délai, de stratégie possible avec cette assurance professionnelle qui redonna à Léna un sentiment de contrôle qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Le rendez-vous chez le notaire fut encore plus révélateur. Maître Dubois, un homme d'une 60aine d'années qui gérait leurs affaires depuis leur mariage, semblait profondément embarrassé en consultant le dossier patrimonial du couple. L'appartement des Carmes était au nom d'Alexandre uniquement, acquis avant leur mariage, mais Léna avait contribué à hauteur de 30% des travaux de rénovation sans jamais demander de reconnaissance officielle, parce qu'Alexandre lui assurait que c'était inutile entre époux. Le notaire lui expliqua patiemment qu'elle pouvait réclamer le remboursement de ces sommes avec intérêt, à condition de prouver les virements et les factures. Au musée, pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait. Sa directrice, Madame Mercier, une femme élégante de 55 ans qui dirigeait les abattoirs depuis une décennie, la convoqua dans son bureau avec une expression indéchiffrable. Léna s'attendait à des reproches sur sa vie privée qui débordaient sur le professionnel, mais ce qui suivit la prit complètement au dépourvu. L'exposition Rupture suscite déjà un intérêt considérable avant même son ouverture. Le critique d'art du Monde veut venir. France Culture souhaite vous interviewer. Je pense qu'il est temps de vous confier des responsabilités à la hauteur de votre talent. Elle lui proposa officiellement le poste de conservatrice en chef adjointe, avec une augmentation substantielle de salaire et la liberté de développer ses propres projets d'exposition. Léna resta silencieuse pendant quelques secondes, réalisant que ce qui aurait dû être le pire moment de sa vie était en train de devenir paradoxalement le meilleur. En sortant du bureau de Madame Mercier, elle croisa son reflet dans une vitre et ne reconnut pas immédiatement la femme qui lui faisait face, cette personne au regard dur et déterminé qui ressemblait si peu à celle qui souriait poliment aux dîners ennuyeux d'Alexandre. Ce soir-là, dans la chambre d'amis d'Isabelle, elle se souvint d'une conversation avec sa thérapeute quelques mois plus tôt, avant que tout explose. Elle avait parlé de son malaise croissant dans son couple, de cette sensation d'étouffer lentement sans comprendre pourquoi, et la thérapeute avait mentionné un terme qu'elle n'avait pas vraiment compris sur le moment. Le gaslighting. Cette manipulation psychologique qui consiste à faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité, à minimiser systématiquement ses émotions et ses accomplissements jusqu'à ce qu'elle ne sache plus qui elle est vraiment. Alexandre lui avait répété pendant des années qu'elle était trop sensible, trop exigeante, que ses ambitions professionnelles étaient démesurées pour quelqu'un de son niveau. Il avait transformé chaque victoire en source de culpabilité, chaque moment de joie en preuve de son égoïsme. Léna comprit enfin que ce qu'elle avait vécu n'était pas de l'amour compliqué, mais du contrôle déguisé. Et cette prise de conscience la libéra d'un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié comment respirer sans lui. Les rumeurs se propagèrent dans Toulouse avec la vitesse d'un incendie de forêt. Alexandre racontait à qui voulait l'entendre que Léna avait perdu la tête, qu'elle était devenue paranoïaque et obsessionnelle, que la scène au restaurant prouvait son instabilité mentale inquiétante. Il avait même contacté certains de ses collègues au musée pour leur confier sur le ton de la confidence préoccupée qu'il s'inquiétait pour sa santé psychologique et qu'il espérait qu'elle recevrait l'aide dont elle avait tant besoin.
Mais sa stratégie se retourna contre lui de manière spectaculaire quand plusieurs personnes commencèrent à contacter Lena directement pour lui raconter des histoires qu'elle gardait secrètes depuis des années. Sophie, une ancienne collègue d'Alexandre dans son cabinet d'architecture, lui envoya un long mail détaillant le harcèlement moral qu'elle avait subi de sa part avant de démissionner. Thomas, un ami d'université qu'ils avaient perdu de vue, lui téléphona pour lui dire qu'Alexandre lui devait 3 000 € depuis 4 ans et qu'il avait abandonné tout espoir de les récupérer. Même Cécile, qui était au restaurant ce soir-là, finit par craquer et avouer qu'Alexandre lui avait fait des avances déplacées lors d'une soirée l'année précédente. Lena documentait méticuleusement chaque témoignage, chaque message, chaque preuve de la vraie nature de l'homme qu'elle avait épousé. Elle les transmettait à Maître Fontaine, qui constituait un dossier de plus en plus accablant pour la procédure de divorce. L'avocate lui avait expliqué que dans ces situations, la vérité finissait toujours par émerger, parce que les manipulateurs laissaient toujours des traces, des victimes, des témoins qui attendaient juste qu'une personne ait le courage de parler la première. Au musée, l'exposition Rupture prenait forme de manière magnifique. Lena passait ses journées à coordonner l'installation des œuvres, à travailler sur l'éclairage qui transformait chaque pièce en déclaration émotionnelle puissante. Un collectionneur important du nom de Vincent Larue assista à une de ses conférences de presse préparatoires et resta après pour lui parler longuement de sa vision artistique. Il était un homme d'une 50aine d'années distingué, qui possédait une galerie renommée à Paris, et qui avait financé plusieurs expositions majeures en Europe. « Votre approche est remarquable », lui dit-il en observant une installation de Marie Bourget qui représentait un cœur en verre brisé puis reconstruit avec des fils d'or. Vous ne vous contentez pas d'exposer des œuvres, vous racontez une histoire de transformation. C'est rare et précieux. Il lui proposa de collaborer sur un projet d'exposition itinérante qui voyagerait dans 3 capitales européennes. Une opportunité professionnelle dont elle n'aurait même pas osé rêver quelques semaines auparavant. Pendant ce temps, Lena cherchait activement un appartement pour quitter la chambre d'amis d'Isabelle, malgré les protestations de son amie qui lui répétait qu'elle pouvait rester aussi longtemps que nécessaire. Elle voulait son propre espace, un endroit qui n'aurait aucun lien avec Alexandre, aucun souvenir partagé, aucune trace de la vie qu'elle avait vécue pendant 6 ans. Elle finit par trouver un petit 2 pièces lumineux dans le quartier Saint-Cyprien, au 3e étage d'un immeuble ancien avec de grandes fenêtres qui donnaient sur la Garonne et une vue dégagée sur les toits de Toulouse. L'appartement était vide et avait besoin de travaux, mais Lena le visita 3 fois avant de signer le bail parce qu'elle voulait être absolument certaine que c'était le bon endroit pour recommencer. Elle imagina ses meubles dans le salon, ses livres d'art sur les étagères qu'elle installerait elle-même, ses propres choix de décoration qui reflèteraient enfin qui elle était vraiment sans compromis ni négociation. Le soir où elle signa le contrat de location chez l'agence immobilière, elle rentra chez Isabelle avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. En déballant quelques affaires qu'elle avait récupérées discrètement à l'appartement des Carmes pendant qu'Alexandre était au travail, elle tomba sur un vieux sac en toile qu'elle avait oublié au fond d'un placard. À l'intérieur, elle trouva un journal intime qu'elle tenait religieusement avant de rencontrer Alexandre, rempli de pages noircies d'une écriture enthousiaste qui parlait de projets ambitieux, de rêves impossibles, de cette vie extraordinaire qu'elle voulait construire. Lena s'assit sur le lit de la chambre d'amis et commença à lire page après page, redécouvrant progressivement la femme qu'elle avait été avant de devenir l'épouse effacée d'Alexandre. Cette femme-là lui manquait terriblement, et elle se promit silencieusement de la retrouver coûte que coûte. Le journal intime révéla des rêves que Lena avait complètement oubliés, enfouis sous des années de compromis et de silence. À 27 ans, avant de rencontrer Alexandre, elle projetait de faire un doctorat sur l'art de la Renaissance italienne et rêvait de travailler dans les grands musées internationaux. Elle avait même commencé les démarches pour une bourse de recherche à Florence quand Alexandre était entré dans sa vie avec ses certitudes rassurantes et ses arguments pragmatiques. Un doctorat ? Pourquoi faire ? Tu as déjà un bon poste au musée. Pourquoi te compliquer la vie ? Elle avait abandonné progressivement ses ambitions les plus audacieuses pour maintenir la paix dans leur couple, pour ne pas paraître trop ambitieuse, trop indépendante, trop tout ce qu'Alexandre semblait redouter chez elle. En relisant ces pages remplies d'espoir et d'enthousiasme, Lena ressentit une colère nouvelle qui n'avait rien à voir avec la rage froide des premiers jours. C'était une détermination brûlante de récupérer tout ce temps perdu, de redevenir cette femme qui ne demandait la permission à personne pour poursuivre ses rêves.
L'exposition Rupture s'ouvrit un vendredi soir de mai sous une chaleur étouffante qui transforma le vernissage en événement mémorable. Plus de 300 personnes se pressaient dans les salles du musée des abattoirs, critiques d'art parisiens, collectionneurs internationaux, journalistes culturels et simples amateurs d'art contemporain attirés par le buzz médiatique que l'exposition avait généré. Léna portait une robe noire simple qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, ses cheveux relevés en un chignon élégant, et elle rayonnait d'une confiance qu'elle ne se connaissait pas. Les critiques furent unanimement élogieuses. Le Monde publia un article qui qualifiait son travail de « révélateur et cathartique, une exploration sensible de la douleur transformée en beauté ». France Culture l'interviewa longuement sur sa vision curatoriale et sa capacité à créer un dialogue émotionnel entre les œuvres et le public. Libération mentionna son nom comme l'une des conservatrices les plus prometteuses de sa génération. Léna lisait ses articles dans son nouvel appartement, encore à moitié vide avec un sentiment d'irréalité, se demandant si tout cela était vraiment en train de lui arriver. Vincent Larue revint plusieurs fois voir l'exposition et leurs conversations professionnelles commencèrent à dériver naturellement vers quelque chose de plus personnel. Il l'invita à dîner dans un petit restaurant du quartier Saint-Cyprien qui servait une cuisine du Sud-Ouest authentique et raffinée. Ils parlèrent d'art pendant des heures, de leurs artistes préférés, de leurs visions respectives de ce que devait être une exposition réussie, et Léna réalisa avec surprise qu'elle pouvait être elle-même sans calculer chaque mot, sans craindre le jugement ou la critique. Vincent ne ressemblait en rien à Alexandre. Il écoutait vraiment quand elle parlait, posait des questions intelligentes sur son travail, admirait ouvertement son expertise sans se sentir menacé par sa compétence. À la fin du dîner, il lui proposa officiellement de co-commissarier l'exposition itinérante qui voyagerait à Berlin, Amsterdam et Copenhague l'année suivante. « Vous avez un talent rare, Léna. Ne le gaspillez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. » Cette phrase résonna en elle pendant des jours. Elle n'avait même pas réalisé à quel point elle s'était placée dans l'ombre d'Alexandre, minimisant systématiquement ses succès pour ne pas éclipser les siens beaucoup plus modestes. Au musée, on lui proposa officiellement le poste de conservatrice en chef adjointe, avec une augmentation de salaire de 20% et un budget d'acquisition substantiellement plus important. Madame Mercier lui serra la main en souriant. « Vous êtes exactement où vous devez être, ma chère. Maintenant, montrez-nous de quoi vous êtes vraiment capable. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités créatives et professionnelles. Léna emménagea définitivement dans son appartement de Saint-Cyprien, meublant progressivement l'espace avec des pièces qu'elle choisissait soigneusement, sans compromis, sans demander l'avis de personne. Elle acheta un grand canapé bleu nuit qu'Alexandre aurait détesté, accrocha des reproductions d'œuvres qu'elle aimait vraiment plutôt que celles qui faisaient moins bien dans un salon, installa son bureau devant la fenêtre qui donnait sur la Garonne pour travailler en regardant le fleuve couler. Un soir, alors qu'elle préparait un dossier pour le projet européen de Vincent, son téléphone vibra avec un message d'Alexandre. Elle hésita avant de l'ouvrir, sa main suspendue au-dessus de l'écran. Le message était bref, pathétique dans sa brièveté. « Il faut qu'on parle. S'il te plaît. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Léna fixa ces mots pendant une longue minute avant de les supprimer sans répondre, retournant à son travail avec un sentiment de paix qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Alexandre appela 17 fois en 3 jours, laissant des messages de plus en plus désespérés sur le répondeur de Léna, qui les écoutait avec une distance émotionnelle qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Sa voix était méconnaissable, brisée, suppliante, si différente du ton arrogant qu'il avait utilisé au restaurant ce soir-là. « Léna, s'il te plaît, décroche, je t'en supplie, c'est urgent, c'est à propos de ma mère. » Ce dernier message la fit hésiter parce que malgré tout ce qu'Alexandre lui avait fait subir, elle n'avait jamais eu de problème avec sa belle-mère qui l'avait toujours traitée avec une gentillesse discrète. Elle finit par accepter de le rencontrer dans un café neutre de la place du Capitole, un endroit public où elle se sentirait en sécurité et où il ne pourrait pas faire de scène. Alexandre arriva avec 20 minutes de retard, amaigri et mal rasé, portant un jean froissé et un pull qui semblait avoir été enfilé à la hâte. Léna le reconnut à peine quand il s'assit en face d'elle avec des gestes maladroits qui trahissaient son malaise. Il commanda un café qu'il ne but pas, fixant la tasse comme si elle contenait les réponses à toutes ses questions. « Merci d'être venu, » dit-il finalement d'une voix rauque. « Je sais que tu n'avais aucune raison de venir, mais c'est important.
Ma mère est gravement malade. Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins lui donnent 3 mois, peut-être 6 si elle répond bien au traitement. Il leva les yeux vers elle, et Léna vit des larmes qu'elle ne savait pas s'il fallait croire sincères ou calculées. Elle demande à te voir. Elle dit qu'elle a besoin de te parler avant de partir. Léna resta silencieuse pendant une longue minute, observant l'homme qu'elle avait aimé pendant 6 ans et qui lui semblait maintenant un étranger dont elle ne reconnaissait plus les traits. Une partie d'elle voulait se lever et partir immédiatement, parce qu'elle savait qu'Alexandre était capable de n'importe quelle manipulation pour obtenir ce qu'il voulait. Mais une autre partie, celle qui avait vraiment apprécié sa belle-mère durant toutes ces années, hésitait à rejeter cette demande sans vérification. « Si c'est vrai, je suis désolée pour ta mère », dit-elle finalement avec une voix neutre qui ne laissait transparaître aucune émotion. « Mais qu'est-ce que tu veux exactement, Alexandre? Que je retire ma plainte? Que je signe un accord de divorce avantageux pour toi? Que je fasse semblant devant ta famille que tout va bien entre nous ?» Elle vit quelque chose passer dans ses yeux, une lueur de calcul qui confirma ses soupçons. Il ne parlait pas seulement de sa mère, il y avait autre chose derrière cette convocation urgente. « Je veux juste qu'on arrête cette guerre absurde », répondit-il en tendant la main vers la sienne qu'elle retira immédiatement. « Je sais que j'ai fait des erreurs, d'accord? J'ai été cruelle, stupide, je l'admets. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Les avocats, les procédures, les accusations. Ma mère va mourir en pensant que notre couple s'est détruit dans la haine. » Il marqua une pause calculée avant d'ajouter « Et je sais que le divorce te coûte cher aussi. Les frais d'avocat, le temps perdu, le stress, on pourrait arranger ça à l'amiable, non ?» Léna sentit la manipulation se déployer devant elle comme une partition qu'elle connaissait par cœur. Alexandre utilisait la maladie de sa mère comme levier émotionnel tout en essayant de la convaincre que poursuivre la procédure lui nuisait autant qu'à lui. C'était exactement le genre de stratégie qu'il avait employée pendant des années pour la faire douter d'elle-même, pour la convaincre que ses réactions étaient excessives, que ses demandes étaient déraisonnables. Elle pensa à sa thérapeute qui lui avait expliqué l'importance d'établir des limites claires, des boundaries qui protègent la santé mentale sans pour autant transformer quelqu'un en monstre insensible. On pouvait avoir de la compassion pour la souffrance d'autrui sans se sacrifier à nouveau sur l'autel de leur manipulation. La distinction entre empathie et responsabilité émotionnelle excessive était subtile mais cruciale, et Léna la comprenait enfin après des mois de travail thérapeutique. « Je vais réfléchir à la question de ta mère », dit-elle en se levant calmement. « Mais concernant le divorce, la réponse est non. La procédure continue exactement comme prévu. Tu as eu ton spectacle au restaurant, maintenant c'est la justice qui décide. » Elle posa quelques euros sur la table pour son café et quitta l'établissement sans se retourner, laissant Alexandre seul avec son désespoir calculé. En marchant dans les rues ensoleillées de Toulouse vers le musée où Vincent l'attendait pour discuter des détails du projet européen, Léna se sentit étrangement légère, malgré la lourdeur de la conversation qu'elle venait d'avoir. Elle avait résisté à la manipulation, refusé de céder au chantage émotionnel, maintenu ses limites sans culpabilité. C'était une victoire silencieuse mais fondamentale dans sa reconstruction, et elle en savoura chaque instant. La vérité éclata 2 jours plus tard de la manière la plus inattendue qui soit. Léna croisa sa belle-mère au marché Victor Hugo en plein milieu de l'après-midi, portant 2 sacs de courses remplis de légumes frais et discutant gaiement avec la poissonnière de la qualité des dorades du jour. Elle était en pleine forme, bronzée, souriante, absolument pas mourante d'un cancer du pancréas en phase terminale. Léna resta figée entre les étals de fromage et de charcuterie, observant cette scène qui pulvérisait complètement le mensonge pathétique qu'Alexandre lui avait servi au café. La belle-mère l'aperçut et son visage s'illumina d'un sourire sincère avant de se transformer en expression confuse quand elle vit l'air glacial de Léna qui s'approchait d'elle avec une détermination que rien ne pouvait arrêter. « Léna, ma chérie, quelle surprise! Alexandre m'a dit que vous traversiez une période difficile, mais je suis tellement contente de te voir. » Elle tendit les bras pour une accolade que Léna accepta machinalement, tout en formulant dans sa tête les questions qu'elle allait poser. « Comment allez-vous, Françoise ?» demanda-t-elle avec un calme qui dissimulait la fureur bouillonnante sous la surface. « Alexandre m'a dit que vous étiez malade. Très malade. » Sortit-il. La confusion sur le visage de sa belle-mère se transforma en incompréhension totale. « Malade ? Mais pas du tout, je vais très bien. J'ai juste eu une petite grippe le mois dernier, mais rien de grave. Pourquoi il t'a raconté ça ?»
Léna rentra chez elle avec une rage froide qui remplaçait la confusion initiale, et elle passa les 2 heures suivantes à documenter méthodiquement tous les mensonges d'Alexandre, dans un fichier qu'elle envoya immédiatement à Maître Fontaine. Le faux cancer de sa mère n'était que la dernière manipulation d'une longue série qui incluait maintenant des preuves irréfutables de détournement d'argent, de harcèlement moral et de tentatives répétées de sabotage professionnel. Son avocat répondit en moins de 30 minutes avec un message concis. « Nous tenons notre divorce aux torts exclusifs. Il vient de se pendre tout seul. » Mais Alexandre n'avait pas fini de se détruire lui-même. Léna découvrit par Isabelle qu'il avait contacté Madame Mercier au musée pour lui raconter que Léna souffrait de troubles psychiatriques sévères et qu'elle représentait potentiellement un danger pour les œuvres d'art dont elle avait la charge. Il avait même mentionné des épisodes délirants complètement inventés et suggéré qu'une évaluation psychologique serait appropriée avant de lui confier davantage de responsabilités. Heureusement, Madame Mercier connaissait suffisamment Léna pour reconnaître une tentative de manipulation grossière quand elle en voyait une. Et elle avait poliment mais fermement éconduit Alexandre en lui suggérant de régler ses problèmes personnels sans impliquer l'institution. Le jugement de divorce approchait à grands pas, et Maître Fontaine avait constitué un dossier d'une solidité redoutable qui démontrait point par point la malveillance systématique d'Alexandre. Elle avait rassemblé les témoignages de Sophie et Thomas, les captures d'écran des messages WhatsApp du restaurant, les relevés bancaires prouvant le détournement de fonds, et maintenant ce mensonge éhonté sur la santé de sa mère qui achevait de le discréditer complètement. Il ne lui reste plus qu'à se présenter devant le juge et à supplier pour obtenir un divorce à l'amiable, avait dit l'avocat avec un sourire satisfait. Mais même ça, je ne le recommande pas. Vous méritez une victoire complète. Pendant ce temps, la relation avec Vincent évoluait naturellement vers quelque chose de plus profond et de plus authentique que tout ce que Léna avait connu avec Alexandre. Ils passaient leurs soirées à discuter d'art et de vie dans des restaurants tranquilles de Toulouse. Et Vincent ne cessait de s'émerveiller de son intelligence et de sa sensibilité artistique sans jamais se sentir menacé par sa compétence. Il l'invita à Paris pour rencontrer les directeurs du musée de Berlin qui souhaitaient discuter personnellement du projet d'exposition itinérante, et le voyage se transforma en week-end mémorable où ils visitèrent des galeries, dînèrent dans des bistrots cachés et parlèrent jusqu'à l'aube de leurs rêves respectifs. Le contraste entre sa vie actuelle florissante et le cauchemar qu'avait été son mariage devenait chaque jour plus éclatant. Léna réalisait qu'elle n'avait plus besoin de la validation d'Alexandre ou de quiconque pour se sentir entière et précieuse. Elle s'était reconstruite entièrement par elle-même, pierre par pierre, choix par choix, et la femme qui émergeait de ces décombres était infiniment plus forte et plus libre que celle qui avait accepté passivement 6 ans d'humiliation quotidienne. Un soir, alors qu'elle préparait ses notes pour l'audience de divorce prévue dans 2 semaines, elle reçut un dernier message désespéré d'Alexandre. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu vas détruire ma vie. » Elle le lut sans émotion particulière, le supprima, et retourna à son travail avec la certitude absolue qu'elle faisait exactement ce qu'il fallait faire. L'audience devant le juge aux affaires familiales se déroula un mardi matin de juin dans une salle austère du tribunal de grande instance de Toulouse où la lumière filtrait à travers des fenêtres hautes et poussiéreuses. Léna portait un tailleur sobre de couleur grise qu'elle avait choisi spécifiquement pour projeter une image de sérieux et de professionnalisme, ses cheveux attachés en chignon strict, aucun bijou superflu. À côté d'elle, Maître Fontaine organisait méthodiquement ses dossiers sur la table. Avec cette assurance tranquille qui caractérisait les avocats qui savent qu'ils ont déjà gagné avant même que la séance commence. Alexandre arriva avec 15 minutes de retard, accompagné d'un avocat qu'il avait manifestement recruté à la dernière minute, et qui semblait découvrir les détails du dossier en feuilletant nerveusement des pages mal organisées. Il évita soigneusement le regard de Léna en s'installant de l'autre côté de la salle, les épaules voûtées, le teint grisâtre de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des semaines. Elle observa cet homme qui avait partagé sa vie pendant 6 ans et ne ressentit ni pitié ni satisfaction, juste une indifférence glaciale qui la surprit elle-même par sa complétude. Le juge Morel était une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris coupés courts, qui examina les 2 parties avec une expression neutre avant d'ouvrir la séance avec une voix claire et posée. L'avocat d'Alexandre tenta une défense maladroite en présentant son client comme un homme qui avait commis des erreurs regrettables dans un moment de faiblesse, mais qui méritait une seconde chance et un divorce équitable.
Maître Fontaine écouta poliment cette plaidoirie approximative avant de se lever avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Elle présenta méthodiquement le dossier qu'elle avait constitué avec une précision chirurgicale, détaillant point par point les manipulations systématiques, le détournement de fonds du compte joint 48 heures avant l'humiliation publique, les tentatives répétées de sabotage professionnel auprès de l'employeur de Léna, et finalement le mensonge éhonté sur le cancer de sa mère, utilisé comme levier émotionnel. Chaque accusation était soutenue par des preuves irréfutables, des captures d'écran, des relevés bancaires, des témoignages écrits et signés. L'avocat d'Alexandre tenta d'objecter à plusieurs reprises, mais ses interventions sonnaient creuses face à l'accumulation de faits vérifiables. Le moment décisif arriva quand le juge Morel demanda directement à Alexandre d'expliquer pourquoi il avait choisi d'annoncer publiquement le divorce de cette manière particulièrement cruelle. Il ouvrit la bouche pour répondre, la referma, puis balbutia quelque chose d'incompréhensible sur le stress et la pression, avant de s'effondrer complètement en larmes devant l'assemblée. « Je ne sais pas », finit-il par dire d'une voix brisée. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais en colère, jaloux de son succès, frustré de ma propre médiocrité. Je voulais la blesser comme je me sentais blessé. » Le silence qui suivit cet aveu pathétique sembla durer une éternité. Le juge Morel prit des notes sans lever les yeux, puis referma son dossier avec un geste définitif qui annonçait sa décision. Elle prononça le divorce aux torts exclusifs d'Alexandre, ordonnant une compensation financière substantielle pour Léna, qui incluait le remboursement intégral de l'argent détourné avec intérêt, une part équitable de la valeur des travaux de rénovation qu'elle avait financés dans l'appartement des Carmes, et des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. La décision était sans appel, définitive, irrévocable. En sortant du tribunal dans la chaleur écrasante de juin, Léna s'arrêta sur les marches de pierre pour respirer profondément l'air qui sentait les tilleuls en fleurs et l'asphalte surchauffé. Elle ne ressentait ni triomphe bruyant ni joie exubérante, juste cette paix profonde et silencieuse qui vient quand une page se tourne enfin, après avoir été retenue trop longtemps. Maître Fontaine lui serra la main avec un sourire sincère avant de partir vers son prochain rendez-vous. Et Léna resta là quelques minutes de plus, savourant cette sensation de liberté absolue qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Vincent l'attendait au pied des marches avec un bouquet de pivoine blanche, ces fleurs qu'elle adorait et qu'Alexandre n'avait jamais pris la peine de retenir. Il ne dit rien, se contentant de lui offrir les fleurs et son bras, et ils marchèrent ensemble vers la Garonne en silence, laissant derrière eux le palais de justice et tout ce qu'il représentait. 6 mois après le jugement, Léna fut nommée conservatrice en chef du musée des abattoirs, devenant à 35 ans la plus jeune personne à occuper ce poste dans l'histoire de l'institution. La cérémonie d'investiture se déroula dans la grande salle du musée, entourée des œuvres qu'elle aimait tant, devant un parterre de personnalités culturelles venues de toute la France pour célébrer cette nomination méritée. Madame Mercier prononça un discours émouvant où elle évoqua le talent exceptionnel de Léna, sa vision artistique audacieuse, et cette capacité rare de transformer la douleur en beauté qui caractérisait son travail curatorial. L'exposition Rupture terminait sa tournée européenne avec un succès phénoménal qui dépassait toutes les prévisions initiales. Berlin, Amsterdam et Copenhague avaient accueilli des dizaines de milliers de visiteurs, et les critiques internationaux saluaient unanimement l'approche novatrice de Léna, qui avait su créer un dialogue universel autour des thèmes de la séparation et de la reconstruction. Le musée Guggenheim de Bilbao venait de la contacter pour une collaboration future, et elle recevait régulièrement des invitations pour donner des conférences dans les plus prestigieuses institutions culturelles européennes. Sa relation avec Vincent s'était développée naturellement vers quelque chose de profond et d'authentique, basé sur le respect mutuel et l'indépendance de chacun, tout ce qui avait manqué avec Alexandre. Ils passaient leur week-end à explorer les galeries d'art de Paris, à discuter pendant des heures de leurs projets respectifs, à partager cette passion commune pour la création contemporaine qui les animait tous les deux. Vincent ne se sentait jamais menacé par les succès de Léna. Au contraire, il les célébrait avec une fierté sincère qui la touchait profondément. Un après-midi de décembre, alors qu'elle traversait la place du Capitole pour rejoindre une réunion importante avec le conseil d'administration du musée, Léna croisa Alexandre pour la première fois depuis le jugement. Il était assis seul à la terrasse d'un café, emmitouflé dans un manteau sombre, le regard perdu dans le vide. Il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes qui semblèrent suspendus dans le temps.
Elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du regret, peut-être même à de la honte, mais elle ne ressentit ni satisfaction ni pitié. Juste cette indifférence sereine qui vient quand quelqu'un qui occupait autrefois toute votre vie n'est plus qu'un étranger parmi d'autres. Elle continua son chemin sans s'arrêter, sans se retourner, et réalisa en marchant que ce qui lui semblait être la fin de sa vie 6 mois auparavant était en réalité le début de la meilleure version d'elle-même. Alexandre n'avait pas seulement perdu une femme remarquable, il avait perdu l'occasion de grandir à ses côtés, de construire quelque chose de vrai et de durable. Sa perte était définitive et irréversible, et c'était une justice suffisante en soi. Le soir, depuis le balcon de son appartement de Saint-Cyprien, Léna regardait la Garonne couler sous les lumières de Toulouse, cette ville qui avait été témoin de sa chute et de sa renaissance. Elle pensait à toutes ces femmes qui vivaient des situations similaires, prisonnières de relations toxiques qui les vidaient progressivement de leur essence, et elle espérait que son histoire pourrait leur montrer qu'il était possible de se reconstruire, de retrouver sa force, de redevenir entière. Elle avait appris qu'il existait des patterns de manipulation émotionnelle identifiables, que le gaslighting n'était pas un défaut de caractère chez la victime, mais une stratégie consciente chez le manipulateur, que certaines personnes ne reconnaîtraient jamais leur tort et que c'était acceptable de les laisser partir sans réconciliation. La reconstruction n'était pas un événement unique, mais un processus continu de redécouverte de soi, jour après jour, choix après choix. Pour aller plus loin, si vous vivez une situation de manipulation émotionnelle ou de séparation difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. La Fédération nationale Solidarité Femmes propose une écoute gratuite et confidentielle au 3919. L'association SOS Amitié est joignable au 09 72 39 40 50 pour un soutien psychologique immédiat. Des études montrent que 32% des Français ont vécu une relation de couple toxique au cours de leur vie. La reconstruction est possible avec un accompagnement approprié, thérapie individuelle, groupe de parole ou médiation familiale. Vous méritez des relations saines basées sur le respect mutuel et votre valeur ne dépend jamais de la validation d'autrui. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Léna, une femme qui a transformé la pire soirée de sa vie en point de départ d'une renaissance totale. Elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle, établir des limites saines et choisir la dignité plutôt que l'acceptation silencieuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Léna a-t-elle eu raison d'aller jusqu'au bout sans pardon? Avez-vous déjà dû rompre complètement avec quelqu'un pour vous reconstruire? Partagez votre avis en commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits de résilience et de transformation. Rappelez-vous, vous méritez des relations basées sur le respect. Toujours. Merci de nous avoir écoutés. For you guys too? Or no? I should maybe turn that down a little bit. Where is it? Options. I can't remember where it is. No. Turn the music down a little bit. What the heck? Oh, there it is. There we go, there we go, there we go. Okay. Nice, nice, nice. Weedle. I'm gonna go to sleep though, so then I can actually see. It's a little high. Yeah, I thought so. I really want to catch a legendary Pokemon. That is my goal. I want to be the very best, like no one ever was. You know? You know what I mean? Guys, I'm not even hearing the sound alerts. If I miss your sub, please tell me. I'm so sorry. But thank you for all the subs, guys. I love you guys so much. Do I have food? No, I do.
I'm pretty sure, what's it called? The next gym trainer I have to fight has like all electric type Pokemon, and I have like one ground type Pokemon. And I'm trying to level him up. He's only level 23. He's got pretty good stats though. Pretty well rounded. It's not nothing crazy, but yeah. He's got like one ground attack though. Is that a ground attack? No, it's a rock attack. Is that the same thing? I don't think so. Let's see how well my one guy holds up against him. I want to see how strong he actually is. He's level 35. None of my Pokemon are even that high of a level. Legendary bird and dog? Who am I fighting? Rotom. Playing some Latin music every time I fight somebody. Is he electric? I don't even know. Let's just try. Oh, okay, period. I must just kill him. One more of those. Am I gonna beat him already? Wait, I just killed one, no? Wait, I gotta level up my Drillbur. I forgot to. Wait, hold on. Let me put my Drillbur in. Drillbur. Oh, thanks, Cam. I appreciate it. Took a long time to make. Unfortunately. But I'm happy it's finally done. I have a feeling it's gonna one-shot my Drillbur. Am I wrong? Drillbur. I don't know what any of my attacks do. Special defense was increased. You scratch. Okay, he literally does no damage. Crush Claw, let's see. Okay, that also did nothing. Okay, Drillbur. Wait, am I gonna beat it already? Wait, I kind of don't want to beat it though. Because it's really good to level them up. This is like a great way to level up your Pokemon.